Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de La France en transition. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, de plus en plus chaque jour sur les réseaux, de plus en plus à poser des questions, de plus en plus à rejoindre la communauté des acteurs des ODD. C'est très enthousiasmant. Nous sommes la France en transition, qu'on se le dise. Un mot rapide sur les règles du jeu de cette émission. Bon, elles sont toujours très simples. Ce sont les mêmes qu'hier. Je ne trahis pas de secret en vous disant que ce seront les mêmes demain. Ces émissions sont réalisées avec vous, vous qui êtes derrière votre écran, au bureau, chez vous, au stade, dans le bus, nous sommes ensemble. N'oubliez pas de vous emparer du hashtag La France en transition. Posez vos questions, témoignez, commentez, partagez et montrons qu'il y a des solutions, des pistes, des réflexions, de l'action. Montrons que les ODD sont utiles, nécessaires, stimulants et concrets. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Alors, déjà aujourd'hui, nous sommes le jeudi 24 septembre et c'est la journée mondiale de la mer. Donc, nous percutons de plein fouet l'ODD 14 sur le thème des transports maritimes durables au service d'une planète durable. Dans cette émission, nous allons aborder les enjeux qui nous obligent à transformer nos modèles de production pour parvenir à un modèle plus résilient, plus sobre. La stabilité du modèle économique français est sacrément défiée par la crise sanitaire. Ce virus a révélé les fragilités, mais aussi les forces. Nous allons le voir. Le tissu associatif et entrepreneurial a su trouver les ressorts pour pallier les manques dus à la dépendance de la France pour certains biens. Il a fallu être réactif, souple, très créatif. Il a fallu imaginer la transformation de certains métiers. Cette crise sanitaire a également montré la nécessité forte, importante, des métiers du quotidien pour assurer le fonctionnement de la société. Nous allons parler des territoires, nous allons aussi parler de l'émergence d'entreprises avec un rôle sociétal plus fort. Et puis en fin d'émission, nous allons donner une carte blanche à Tariq Shekshak qui nous parlera d'économie régénérative. Alors, c'est parti pour le 4e épisode de La France en transition. Thomas Gouzen, bonjour. Vous êtes secrétaire général du Conseil national de l'industrie. Le Conseil national de l'industrie, c'est une instance consultative placée auprès du Premier ministre. Le moins qu'on puisse dire, Thomas Gouzen, c'est que la crise a impacté sévèrement l'économie française. Chute du PIB, chute des dépenses de consommation des ménages, chute de la formation brute de capital fixe, baisse importante des exportations et des importations. Sur tous les territoires, on l'a vu, la crise a exacerbé certains sujets clés. Elle a révélé certaines fragilités. J'ai envie de vous poser une question qui est très vaste, mais vous aurez peu de temps, Thomas Gouzen. Comment imaginer un nouveau pacte productif qui puisse être compatible avec le cadre de la transition écologique ? Oui, bonjour. Vous parlez effectivement des fragilités que la crise a révélées. On pense en fait assez immédiatement à la période du confinement en France, où on a peut-être manqué de masques, manqué de différents équipements médicaux, équipements de protection. En fait, d'un point de vue des industriels, je vais vraiment parler du monde de l'industrie, la première période qui a marqué les esprits, c'était en fait le confinement de la Chine, où les populations chinoises ont été confinées et les usines chinoises en fait ont arrêté de tourner. Et presque immédiatement, on a eu un impact vraiment sur les usines en France en fait qui ont eu des difficultés, des tensions en fait sur leurs approvisionnements, parfois sur des composants en fait qui sont pas nécessairement les composants les plus stratégiques, les plus chers, mais des petits composants en plastique, des petites cartes électroniques, mais qui entrent en fait dans la composition d'une automobile au total. Et sans avoir cette fourniture de l'usine chinoise, on ne peut pas produire en France en fait, par exemple, une voiture. Et c'est vraiment cette question de façon aiguë, en fait, qui a vraiment fait émerger des réflexions assez profondes dans le monde industriel sur la sécurité des chaînes de production en fait mondiale et sur les arbitrages un petit peu en mode circuit court, comme on pourrait dire, dans le monde industriel. On a notre siège social en France, en Europe, on a notre R&D, on réfléchit en fait nos produits, on fait notre innovation en France, en Europe. Mais où est-ce qu'on le produit? Est-ce qu'on le produit loin en Asie, loin du centre de décision en Europe, ou est-ce qu'on le produit de façon plus proche, et notamment en France? Vous le dites, ce pacte productif, quelque part, il se retrouve dans le plan de relance qui a vraiment des axes forts justement pour traiter ces sujets de souveraineté industrielle, de relocalisation, de résilience en fait de notre économie. Les premiers axes, ils sont très économiques, c'est typiquement la compétitivité, je vais dire baisser les impôts, mais c'est vraiment les impôts de production qui ont été baissés en fait dans le plan de relance. Ça représente 10 milliards en fait par an, et c'est des impôts, une masse d'impôts en fait très français qui pèsent sur l'industrie.
c'est pas de l'impôt en fait sur les bénéfices, sur les sociétés qui sont des impôts qu'on touche une fois qu'on a gagné l'argent. Là, ces impôts de production, c'est des impôts qu'on paye avant même en fait d'avoir commencé à produire quoi que ce soit. Et là, c'est des impôts, on voit qu'on a un vrai écart en fait avec d'autres pays, notamment avec les pays asiatiques. Les deuxièmes points très économiques, c'est aussi lancer des appels à projets. Et ça, on a plusieurs aussi centaines de millions d'euros d'appels à projets thématiques qu'on a lancés dans le cadre du plan de relance pour soutenir en fait des projets nouveaux de production, de localisation en France. Alors dans des secteurs clés comme la santé, l'agroalimentaire, l'électronique ou aussi tout ce qui est justement qui fournit en fait l'industrie comme la chimie, les matières premières, la sidérurgie, et qui sont en amont en fait de l'industrie qu'on connaît aussi un petit peu plus classiquement. Et il y a bien sûr des axes transition écologique qui sont très forts. D'abord pour la décarbonation en fait de l'industrie, il faut qu'on ait une industrie propre en France et qu'elle soit financée, et pas qu'on puisse produire moins cher mais plus sale ailleurs dans le monde. Et il y a aussi d'autres axes, mais là qui sont un débat européen sur les frontières carbone en fait qu'on a en Europe, justement pour ajuster en fait les prix des produits qui sont importés en France du point de vue écologique. Voilà un grand panorama qui va nous emmener sur tous les enjeux qu'on va essayer d'explorer durant cette émission. Merci à vous, Thomas Gouzen, pour ce panorama. Et avant de prolonger cette émission avec un débat dans lequel nous parlerons entre autres du nouveau rôle que peuvent exercer les entreprises et leur impact sociétal notamment, je vous propose de regarder une petite vidéo très courte qui détaille les mesures apportées par le plan de relance pour faire de la France la première économie décarbonée européenne d'ici 2050. On se retrouve après. De retour au Cube ici, à Issy-les-Moulineaux, je vous rappelle que vous devez vous emparer de cette émission, vous devez partager, témoigner, commenter, raconter vous aussi vos expériences liées aux enjeux et aux sujets qu'on va aborder dans cette émission sur le hashtag La France en transition bien sûr, et montrons à tout le monde que nous sommes la France en transition. L'entreprise, on le sait, c'est un acteur clé de la transition écologique et nous allons nous interroger dans les minutes qui suivent sur ces nouveaux modèles. Pour en parler, je vous présente nos nouveaux invités. Felaye Malayen, délégué général du Global Compact France, Emery Jacquilla, président directeur général de Camif Matelsom et président de la communauté des entreprises à mission, Stéphanie Goujon, directrice générale de French Impact, et Maxime Blondeau, cofondateur et porte-parole du Printemps écologique. J'ai l'impression de faire l'appel et en même temps, je m'aperçois sur mon écran retour qu'ils sont tous là. Bravo, merci à vous. Bonjour Felaye Malayen. Bonjour. Vous êtes délégué général donc de Global Compact France. Alors, pour la faire assez courte, il s'agit du relais officiel du Global Compact des Nations Unies. En France, ce sont plus de 1200 entreprises et organisations à but non lucratif qui se rassemblent autour d'enjeux liés à la RSE et au développement durable. Est-ce que vous pouvez nous dire, évidemment en peu de mots, quelle est l'action concrète du Global Compact France ? L'action du Global Compact France, elle est définie par le secrétaire général des Nations Unies, c'est rendre les objectifs de développement durable concrets pour les entreprises. Et donc, on travaille à travers des groupes de travail, des publications, de l'échange et des outils. Les entreprises, est-ce qu'elles comprennent qu'il faut que ce soit concret? Est-ce qu'elles se servent de la grille des ODD, par exemple? En tous les cas, celles qui s'en servent, on l'a vu pendant cette période, ça a un apport pour elles. Ça a un apport d'abord parce que ça leur permet de regarder leur entreprise sur le temps long. L'idée, c'est pour elles de regarder
au travers des objectifs de développement durable, de se projeter, qu'est-ce qui peut arriver dans mon secteur d'activité, comment je peux impacter de façon positive, négative, et quelle est ma raison d'être, donc long terme. Ça leur apporte aussi parce que c'est une façon de revoir le modèle économique et donc de se mettre en posture d'innovation au regard de ce qui peut arriver. Et puis, il y a un autre point qui a été apporté par ces objectifs de développement durable, mais par le développement durable de façon générale, c'est le fait que cela embarque les collaborateurs. Et donc, ça crée de la confiance, ça crée du dialogue et ça crée des enjeux et des valeurs partagées. Donc c'est comme ça que vous pouvez accompagner les entreprises pour qu'elles deviennent plus résilientes, en gros? C'est exactement cet apport des objectifs de développement durable qui les rend plus résilientes. C'est-à-dire prendre de la hauteur, c'est chercher une posture d'innovation et puis être en permanence en dialogue avec ses collaborateurs, mais aussi avec l'ensemble de ses parties prenantes, ses grands donneurs d'ordre, ses clients, les ONG, les médias, le citoyen. Dans la crise qu'on vit en ce moment, une série de crises d'ailleurs, mais la grande crise sanitaire notamment, quels sont les impacts que vous constatez dans les 1200 et quelques entreprises et organisations qui font partie du Global Compact? Alors, ce qu'on constate dans ces entreprises, c'est vraiment, on parle des entreprises qui sont les plus engagées, donc ça n'a pas vocation à être représentatif des entreprises françaises. Mais ce qu'on se rend compte, c'est les atouts qu'elles ont eus durant cette période. Et ça revient exactement à parler de ce que leur a apporté les objectifs de développement durable. Pour celles qui ont dû continuer leur activité, par exemple, il y a eu une très forte adaptation des collaborateurs. Il y a eu beaucoup de confiance des salariés et des équipes dans le chemin et la direction que prenaient les dirigeants. Il y a eu cette posture d'innovation dont on parlait, et puis toujours un lien avec les donneurs d'ordre qui ont fait, par exemple, que des marchés qui, pour une entreprise lambda, ont été abandonnés, arrêtés, annulés, eh bien, ils ont été simplement reportés dans le cadre de ces entreprises. Donc, l'impact de cette crise, elle est comme pour tout le monde, elle est difficile, mais elle les a renforcés dans leur conviction qu'elles étaient sur le bon chemin et dans la bonne manière d'appréhender leur entreprise comme faisant partie d'un immense tout dans lequel elles doivent se poser la question à chaque étape de quels sont leurs impacts positifs ou négatifs sur les 17 objectifs de développement durable. Merci à vous, Felaye Malayenne. Vous restez avec nous. On va essayer de dialoguer, de faire dialoguer avec vos questions également sur le chat. Je m'adresse bien sûr à nos amis derrière leur écran. Je me tourne vers vous, Imri Jacquia. Vous êtes donc président-directeur général de Camif Matelsom et président de la communauté des entreprises à mission. On va d'abord parler de la Camif et de la manière dont vous avez intégré les enjeux posés par la crise sanitaire et comment vous avez su poursuivre l'activité et voir comment vous avez trouvé des ressorts pour imaginer le futur, si on peut l'imaginer. Depuis 10 ans, on a relancé la Camif sur un modèle de consommation responsable en misant sur le Made in France. Oui, la connexion est très compliquée. Bon, vous allez peut-être essayer de revenir avec nous. La connexion est compliquée, c'est le jeu des visios, on l'a tous vu depuis le début du confinement, avec le déconfinement, etc. Bref, c'est notre lot quotidien. Je me tourne vers vous, Stéphanie Goujon. Stéphanie Goujon, vous êtes directrice générale de French Impact. Alors, French Impact, c'est une initiative lancée par le gouvernement afin de fédérer et de valoriser l'ensemble des acteurs de l'innovation sociale en France. Est-ce que j'ai bon, Stéphanie ? Vous avez tout bon, Éloi. Bonjour à vous, bonjour à tous. Effectivement, French Impact vise en fait à accélérer les transitions en faisant changer d'échelle en fait l'économie sociale et solidaire et innovation sociale dans notre pays. On sait que l'ESS, c'est une économie de proximité, une économie de solutions qui est au plus proche du terrain et c'est pour ça qu'elle est en capacité d'accélérer les transitions. Donc nous, la manière... C'est quoi du coup, Stéphanie, la place de cet écosystème sur les territoires en France ?
Alors, en fait, on a un programme territorial qui s'appuie aujourd'hui sur 27 collectifs labellisés French Impact. Et un collectif French Impact, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 éléments caractéristiques. Premier élément, c'est un collectif, c'est-à-dire qu'on va vraiment promouvoir la coopération entre des acteurs qui sont à la fois des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des entreprises, des TPE, PME, ETI engagées dans le territoire, mais aussi les décideurs publics au niveau local avec des liens avec le national. Donc ça, voilà, c'est un collectif. Et le deuxième élément structurant, c'est que ces 27 collectifs se sont engagés en fait dans des défis, dans des enjeux qui sont très liés en fait aux ODD. Et nous, l'idée du programme French Impact, c'est que on les amène à réaliser ces défis. C'est en ça que ça accélère les transitions. Donc, et alors, vous avez des outils, oui, on le voit, là, on a un visuel autour d'outils qui vous permettent d'accélérer les transitions. Voilà, la technique ne nous trahit pas pour l'instant. Donc, effectivement, il y a un visuel qui explique les 5 grands leviers qu'on utilise pour ces collectifs territoriaux. Il y a un premier levier qui est la valorisation des initiatives. Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. On a besoin d'inspirer, on a besoin de montrer toutes les solutions formidables qu'on a dans notre pays. Et c'est un élément qui est clé. French Impact, un peu comme la French Tech dans la tech, peut jouer ce rôle aussi de bannière. Le deuxième élément caractéristique, c'est un appui méthodologique, stratégique, qui va à la fois être de l'échange de pair à pair, mais aussi, par exemple, on parlait de la gouvernance des collectifs avant-hier. Comment on fait pour travailler ensemble? On sait que c'est pas facile. Et on travaille aussi par réseau thématique. Un troisième élément, qui est toujours un peu le nerf de la guerre, c'est de faciliter l'accès au financement. Donc là, on vise à la fois à donner une lisibilité et à faire une pédagogie des dispositifs publics existants. Là, on voit dans le cadre du plan de relance, on va avoir un vrai rôle à jouer auprès de notre écosystème d'innovation sociale. Parfois, pour le porteur de projet ou quelque organisation que ce soit, on sait qu'il y a des choses, mais c'est un peu la jungle, le maquis des aides, on ne sait pas comment s'orienter. Donc, on joue ce rôle de lisibilité, de visibilité, de pédagogie. Mais aussi, on a tout un programme Impact Finance avec des fonds d'investissement privés, des fondations d'entreprise, du crowdfunding, des business angels. Donc, vraiment, on joue sur ces 2 leviers. Il y a enfin un 4e levier qui est sur les facilitations réglementaires. Donc, on sait qu'il y a parfois des bugs réglementaires qui peuvent entraver le déploiement de l'innovation sociale et environnementale. Il y avait un exemple très flagrant l'an dernier, une de nos structures pionnières en vie d'autonomie qui rénove les aides techniques pour les personnes handicapées, donc avec à la fois un volet plus environnemental, plus social, parce qu'ils travaillent avec un chantier d'insertion plus économique. Eh bien, figurez-vous que la sécurité sociale ne remboursait que les aides techniques neuves et pas les aides techniques rénovées. Donc, nous, grâce à notre programme, nous avons pu contribuer à lever ce frein et au dernier PLFSS de novembre dernier, ça y est, maintenant, la sécurité sociale rembourse et ça permet la structuration d'une filière de l'économie circulaire, d'une filière de rénovation du matériel médical. Et le dernier levier, c'est vraiment de s'appuyer sur les synergies interterritoriales. Là, je pense qu'on parlera un petit peu de l'ODD 17. Nous, on y croit énormément. Ça crée de la cohésion, ça crée de la valeur. Comment faire pour que Strasbourg parle à Nantes, qui parle à Mayotte? C'est quelque chose qui est très important aussi et très structurant dans notre manière d'appréhender les territoires. Oui, vous êtes effectivement clairement un acteur en France de l'ODD numéro 17 sur les partenariats à développer pour la réalisation des objectifs. Je me tourne vers vous, Emery Jacquillat. On va retenter. Après tout, on va retenter. Alors, je vous repose du coup la question comment la CAMIF a su affronter la tempête de la crise sanitaire et comment la CAMIF a su peut-être trouver des ressorts pour se transformer. Ayant misé il y a 10 ans sur la qualité, le Made in France et le durable, la crise qu'on a connue a été pour nous un formidable accélérateur et le travail de longue haleine qu'on a fait sur l'engagement autour de la consommation responsable, l'entreprise à mission, nous a vraiment servi de tremplin parce que je pense que collectivement, on a vécu une expérience unique de déconsommation massive, mais on a aussi pris conscience qu'on pouvait consommer moins et consommer mieux.
et un certain nombre de citoyens sont passés à l'acte et sont en train de changer radicalement leur mode de consommation. Et donc, nous, pendant le Covid, on a, comme tout le monde, on a dû s'adapter pendant les 2 semaines, évidemment, et mettre en œuvre les solutions digitales. Vous voyez, on n'est pas encore tout à fait à la hauteur de la maîtrise des enjeux sur la visioconférence, mais on fait des progrès chaque jour. Mais surtout, on a senti une très forte accélération. Elle a doublé de taille depuis la sortie du confinement. Ce qui montre qu'il y a un réel appétit en France, il y a une demande de citoyens pour une consommation plus responsable. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des acteurs, des entreprises qui sont sur nos territoires, qui produisent localement, dans le respect du développement durable, qui sont en train de mettre en œuvre une réelle révolution, celle de l'économie circulaire. C'est un de nos engagements liés à notre projet d'entreprise à mission, faire de l'économie circulaire notre standard. Cette économie circulaire, elle se joue au niveau des territoires. C'est ça qui est très intéressant. Et donc, nous, on est clairement engagés au regard de notre mission qui est de proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. On est engagé autour de l'ODD numéro 12, qui est la consommation et la production responsable. Notre ODD majeur, c'est celui qu'on adresse de manière majeure, et ça se traduit très concrètement en transformation même de notre métier, puisqu'on est en train de passer de distributeur à éditeur pour accélérer auprès des fabricants français, à l'aide de designers, à l'aide d'experts de l'économie circulaire, cette révolution de la ressource, cette révolution de la consommation et de la production plus locale, plus responsable, plus circulaire et plus inclusive aussi. Voilà. Je voudrais juste qu'on revienne sur un... Ebry Jacquia, pardon, je voudrais juste qu'on revienne sur un mot-clé, entreprise à mission. Comment on dit entreprise à mission? Est-ce qu'entreprise à mission, c'est vraiment un levier pour affronter le futur, être plus résilient? Est-ce que c'est... Oui, c'est quoi l'entreprise à mission, ça commence par une question existentielle. À quoi sert l'entreprise et à quoi elle contribue dans le monde? C'est cette réflexion qu'on a menée, nous, dès 2013, autour de la raison d'être de Camif. Et on a interrogé pour cela toutes les parties prenantes de l'entreprise, parce que l'entreprise est un projet collectif. Donc, on a interrogé des clients, des fournisseurs, des acteurs du territoire, des collaborateurs, des actionnaires, en leur disant, au fond, à quoi on sert? Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas? Et qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs du marché adoptaient les bonnes pratiques de la Camif? On pourrait, par exemple, réduire par 2 notre émission de CO2 liée à notre consommation, puisque sur les 11 tonnes par an et par Français d'émissions de CO2, il y en a la moitié qui sont liées à nos importations. Donc, juste en relocalisant, on peut agir. Et donc, l'entreprise à mission est aujourd'hui, grâce à la loi Pacte que l'on a depuis maintenant 1 an en France, on a un cadre qui est offert à tous les dirigeants, qui permet à tout dirigeant de se poser cette question de sa raison d'être, mais au-delà de ça, de traduire cette raison d'être en objectifs qui sont, et on peut s'inspirer évidemment de cette feuille de route des objectifs de développement durable, qui sont la contribution sociale et environnementale du projet qu'est l'entreprise. Et ça redonne énormément de sens au projet. C'est un levier, on l'a dit tout à l'heure, un levier d'engagement pour nos collaborateurs, mais c'est aussi, il faut le dire, un levier de performance économique. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est cette réconciliation entre l'économie et l'écologie et les enjeux sociaux, parce qu'aujourd'hui, le citoyen, le consommateur, le collaborateur, c'est la même personne. Il est en quête de sens et il veut s'investir pour relever les défis qu'on a devant nous, qui sont juste majeurs. On a 10 ans pour changer le monde, il faut y aller dès maintenant, il faut agir dès maintenant. Et cette société à mission qui se dote d'une raison d'être, qui se dote d'objectifs, qui se dote d'un comité de mission qui va évaluer régulièrement comment l'entreprise contribue réellement à ces enjeux ou en tout cas à ce qu'elle a décrit comme étant les siens, eh bien, c'est ça qui transforme en profondeur le modèle de l'entreprise. Et moi, je suis convaincu que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Donc, il faut le mettre en œuvre pour adresser les défis qu'on a devant nous. Merci Ebry Jacquia. Je me tourne vers vous, Maxime Blondeau. Maxime, vous êtes enseignant à Sciences Po, président du collectif Primavera, fondateur de la première union d'éco-syndicats, le Printemps écologique. C'est quoi un éco-syndicat, Maxime Blondeau? Alors bonjour à tous, merci de m'inviter dans cette discussion. Alors, le Printemps écologique, c'est une initiative qui est très récente, elle est nouvelle. On est parti en mai avec, il est né de la rencontre d'associations et d'ONG et de salariés de tous milieux, de tous âges, de tous horizons, un petit peu partout sur le territoire français et d'outre-mer.
Et leur point commun, c'est que tous cherchent à s'investir pour l'écologie à travers le travail. Alors, on a parlé précédemment avec les différents invités de toutes les initiatives qui existent, toutes les actions qui sont menées aujourd'hui. Notre constat, c'est que peut-être que les collaborateurs, puisque c'est le terme qui a été employé, les travailleurs, les salariés, les employés, ne sont pas suffisamment engagés, questionnés dans cette transition, dans cette transformation. Et je ne suis pas le seul à le partager, puisqu'aujourd'hui, 75% des Français estiment que les entreprises n'en font pas assez pour l'environnement, mais surtout 70% des salariés voudraient en faire plus dans leur entreprise et n'y parviennent pas. C'est donc que cette aspiration, qu'on trouve partout, n'arrive pas à rencontrer les bons mécanismes pour aller agir et transformer les choses au contact des différentes parties prenantes de l'entreprise. Donc, on est parti de ce constat et on a réalisé que la forme syndicale a quelque chose de particulier. C'est une forme spécifique d'association régie par le Code du travail et qui a la spécificité d'être la seule à pouvoir signer des accords contraignants dans une entreprise. C'est-à-dire que tout autre type d'association, militants, collectifs, même externes, des ONG, etc., ne peuvent pas signer dans une entreprise de petite, de moyenne ou de grande taille un accord contraignant, c'est-à-dire gravé dans le marbre. Aujourd'hui, un certain nombre de Français, de salariés, considèrent que les engagements qui sont pris, souvent pour de très bonnes intentions, notamment la question de la raison d'être, mais également la RSE de manière générale, qui existe depuis peut-être une vingtaine d'années aujourd'hui, un grand nombre de salariés, plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, parce qu'aujourd'hui en France on compte plus de 25 millions de salariés, considèrent que le résultat n'est pas à la hauteur de leurs attentes ou que la transition ne va pas assez vite. Donc, nous allons utiliser, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, on est en train de construire des syndicats pour le faire, c'est ce qu'on appelle l'éco-syndicalisme, c'est une idée nouvelle, pour aller concilier la transition écologique et la transition juste des modèles d'entreprise et d'administration, parce qu'on a aussi des éco-syndicats qui se créent dans l'administration publique, dans l'éducation nationale, dans la fonction publique territoriale, etc. Finalement, une partie de votre boulot à vous, Maxime, c'est d'encourager les salariés à s'approprier les objectifs de développement durable, quelque part. D'une certaine façon, tout à fait. Le glissement juridique qu'on est en train de produire, en fait, c'est d'intégrer, au même titre que ce qui a été fait dans le Code civil récemment, d'intégrer la responsabilité des entreprises dans le Code du travail. Donc ça implique de repenser le rôle du travail dans la société, et ça implique de repenser le rôle des négociations collectives, ou ce qu'on appelle aussi le dialogue social, dans cette transition qu'on appelle tous de nos voeux. Alors les mécanismes sont assez simples, en réalité, ce sont les élections professionnelles. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les 4 ans, enfin sur des cycles de 4 ans, l'ensemble des entreprises en France permet aux salariés d'élire ses représentants. Et nous voulons stimuler l'engagement des salariés dans ces élections professionnelles pour atteindre les objectifs de développement durable, mais pas que, ou plutôt l'ensemble des objectifs de développement durable, puisqu'ils couvrent un grand nombre de sujets qui vont être traités par nos éco-syndicats. Merci Maxime Blondeau, merci à tous, on l'a vu en peu de temps, le temps malheureusement nous manque, il est précieux. On l'a vu en peu de temps, l'entreprise est vraiment un levier très important dans la transition écologique. Le rôle des salariés également, des collaborateurs est très important. Le rôle des chefs d'entreprise, on l'a vu, et le rôle de toutes les parties prenantes autour de l'entreprise. Si vous voulez d'autres outils pour bien comprendre les opportunités liées aux ODD et les axes d'amélioration de votre entreprise, eh bien, je ne peux que vous encourager à aller sur le site du UN Global Compact, puisque le SDG Action Manager propose un tas d'outils. Donc, allez sur le site du UN Global Compact. Merci à tous. Merci. Et alors, pour conclure cette séquence axée sur l'entreprise, je vous propose maintenant de regarder une petite vidéo envoyée par Karim Selouane, fondateur et directeur général de Resalience. Resalience, c'est le bureau d'études Vinci dédié à l'adaptation des projets, des villes, des territoires, des infrastructures et de leurs usages au changement climatique. On se retrouve après. Le changement climatique impacte nos modes de vie et l'ensemble des activités économiques. Mais qu'implique la notion de résilience pour l'entreprise? Cela implique de revoir toute sa stratégie à l'aune du dérèglement climatique en termes d'impact existant et futur. Car oui, il existe des scénarios et des modèles qui permettent d'identifier des solutions d'adaptation, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise et son implantation géographique.
Les stratégies de résilience doivent donc intégrer la notion du risque physique et financier, anticiper les aléas et accepter l'incertitude quant aux trajectoires du dérèglement climatique. Prenons quelques exemples. Dans le secteur de la finance, les banques d'investissement sont en train d'intégrer dans leur grille d'analyse les risques physiques et les solutions d'adaptation afin de financer des projets d'investissement pour les infrastructures. Dans le secteur du BTP, Vinci a mis en place un programme d'entreprise résilience climatique soutenu par le COMEX. Ce programme vise, entre autres, à former et sensibiliser l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur métier et leur entité, aux risques climatiques afin qu'ils l'intègrent sur l'ensemble de cycles de vie des projets, des phases conception, travaux, maintenance et exploitation. La résilience climatique ouvre également de nouvelles opportunités de marché. Reprenons l'exemple de la construction et plus particulièrement du bâtiment. Ces derniers vont devoir s'adapter massivement au risque d'inondation et ou de canicule. Il existe des solutions très concrètes telles que des bâtiments amphibies sur pilotis, des bâtiments dits réversibles pour adapter les usages tels liés au confort par exemple, mais encore des choix de matériaux, de revêtements permettant d'atténuer les effets d'îlots de chaleur à travers par exemple également l'usage de la biodiversité en ville. En conclusion, n'oublions pas que la résilience à travers l'adaptation doit systématiquement être associée à l'atténuation afin d'accélérer les atteintes des objectifs en termes de développement durable. Enfin, la résilience climatique est une source d'opportunités en termes d'innovation, de création d'emplois, tant pour les entreprises que pour les territoires. Et merci Karim Selouane. J'ai quelques annonces à faire. Connaissez-vous la plateforme ESS 2024 ? Non. Eh bien, elle est portée par les Cateno. Elle est soutenue par le comité d'organisation Paris 2024 et la Solideo. La Solideo, c'est la société de livraison des ouvrages olympiques pour réaliser les premiers JO et paralympiques inclusifs et solidaires. L'objectif, c'est de faire bénéficier les TPE, PME et entreprises de l'ESS des retombées économiques des Jeux de Paris 2024. Alors si vous pensez que vous entrez dans ce cadre-là, pour bénéficier des services gratuits de ESS 2024, vous pouvez vous référencer sur ess2024.org. Pour ceux qui sont à Paris, 5800 acteurs du Paris durable sont mobilisés vers les 17 ODD pour une planète solidaire. Certains sont invités à présenter les 17 ODD à partir du 18 septembre jusqu'au 8 octobre 2020. Le programme est disponible sur le site acteurs.fr. Et la prochaine édition du festival Le Temps Presse, partenaire qui diffuse cette émission, se déroulera fin mars 2021. Et Cinema for Change proposera un marché du film sur les contenus à impact social, sociétal et environnemental. Cinema for Change et KissKissBankBank s'unissent pour soutenir les films à impact. Les porteurs de projets animeront leur campagne de crowdfunding. Cinema for Change se chargera alors de soumettre les meilleurs projets à un réseau d'investisseurs solidaires et financiers. Avant d'aller à la découverte d'initiatives concrètes sur plusieurs territoires, je vous propose de regarder un extrait d'une vidéo réalisée le 7 septembre dernier par l'équipe de la Fabrique à Projets, le laboratoire d'innovation publique des ministères, transition écologique, cohésion des territoires et mer. On se retrouve après. À Nantes, tout le projet Maker, là où des makers se sont associés au CEA, à Renault, à l'hôpital, à l'université. Enfin, c'était des partenariats hyper contre nature. En temps normal, on aurait dit ah non, mais c'est des gens qui n'ont pas du tout la même culture, c'est pas possible qu'ils travaillent ensemble. Or, ils ont fait, en un temps record aussi, en utilisant les usines la nuit, etc. Un respirateur hyper low cost qui coûte je crois 1 000 € au lieu de 10 000 pour un respirateur moyen dans des délais hyper rapides avec ces partenariats un peu contre nature. Donc je pense que ce qui ressort et si on essaie de résumer les messages pour la transformation interne ou externe d'ailleurs dans les entreprises, dans les organisations en général, il y a deux choses qui sortent, c'est que le leadership vient de l'action, ça n'empêche pas de mettre ça en mots, etc. Mais à un moment ça vient quand même de ce que vous faites concrètement. Et puis l'idée qu'on peut influencer les autres ou créer un effet d'entraînement qui fait que, un peu comme dans la théorie du point de bascule, la minorité silencieuse entraîne, enfin la minorité active entraîne la majorité silencieuse. Cet effet d'entraînement-là, il vient des collaborations. 。 . 「 collaboration. 。 . 。 . 。 . 」 . 。 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 。 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 「
La transition écologique sortira renforcée de tout ça uniquement, j'allais dire si et seulement si, comme en mathématiques, elle apporte aussi des solutions à la crise économique. Plus qu'une relance par l'écologie, c'est une relance par le local qu'il nous faut. Et ça tombe bien parce qu'il y a plein de thèmes de la transition écologique qui sont absolument locaux. L'économie circulaire, par définition, n'a de sens que localement. La production d'énergie renouvelable, souvent, n'a de sens que localement. Donc il y a beaucoup de thèmes de la transition écologique qui en réalité sont de l'économie locale et qui donc sont meilleurs pour la planète mais aussi très bons pour l'emploi. Merci donc à la Fabrique à Projets. Alors, dans le nouvel échange que nous allons avoir, nous allons rappeler l'importance des territoires dans la transition écologique. On a rappelé avant l'importance de l'entreprise, maintenant l'importance des territoires. Et on va rappeler l'ancrage fondamental des projets qui nous emmènent sur la bonne trajectoire. On va voir également à quel point le dialogue est un des leviers indispensables pour mener à bien cette transition. Accueillons nos invités. Pierre Leroy, bonjour. Vous êtes président du pôle d'équilibre territorial et rural du Briançonnais. Sophie Danlos, directrice de Ferme d'Avenir, bonjour. Et Françoise Coutan, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Mais alors, avant de discuter ensemble, avant de démarrer notre échange, je vous propose de regarder ce petit entretien enregistré avec Sarah Schoenfeld, directrice du Comité 21, qui revient avec nous sur le Tour de France des ODD. Bonjour et merci de donner la parole au Comité 21 dans ce 5e anniversaire des objectifs de développement durable. Alors c'est vrai que le Comité 21, très tôt, dès l'adoption de l'agenda 2030, fin 2015 et tout début 2016, a imaginé ce projet du Tour de France des ODD pour essayer de sensibiliser et de montrer comment ces objectifs de développement durable peuvent être très pertinents pour penser les politiques publiques des collectivités territoriales, pour structurer une stratégie RSE pour les entreprises et pour réfléchir à un projet associatif. On a imaginé ce projet en 2016, on l'a testé en 2017 et 2018 sur 4 territoires pilotes, en Nouvelle-Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est. Il s'agit ni plus ni moins, avec les acteurs locaux, d'imaginer un événement d'une journée, de 2 journées, multi-acteurs, où on va d'abord expliquer ce qu'est l'agenda 2030, pourquoi il s'adresse aussi bien aux acteurs français qu'aux acteurs étrangers en cadre de coopération internationale, et essayer de montrer que c'est un outil très intelligent pour décloisonner les secteurs, faire travailler ensemble différentes personnes de différents services dans les organisations publiques ou privées, mais également de décloisonner les acteurs. Pour résumer, les acteurs de la coopération internationale et du développement avaient un grand cadre qui s'appelait les objectifs du millénaire pour le développement jusqu'en 2015, et les acteurs de la protection de l'environnement, du développement durable, avaient un autre cadre qui s'appelait l'agenda 21. Et finalement, l'agenda 2030, c'est le bébé issu de la fusion de l'agenda 21 avec les objectifs du millénaire pour le développement. Et il nous semblait très important d'aller partout en France, expliquer que ce nouveau cadre était pertinent pour tout le monde, pour les Européens, pour les Asiatiques, pour les Africains, et aussi pour penser le développement territorial en France. Sarah, où en est-on du déroulement de ce Tour de France ? En 2019, nous étions avec l'ensemble des partenaires dans la première phase des 14 étapes à réaliser. Nous nous sommes arrêtés en Guyane en juin 2019, en octobre 2019 en Centre-Val de Loire et en Normandie. En 2020, la situation sanitaire que nous connaissons a un peu perturbé les différentes étapes qui étaient en cours de préparation avec les acteurs locaux, mais nous ne perdons pas espoir et nous pensons que très prochainement, nous allons pouvoir nous arrêter en Bourgogne-Franche-Comté, le 30 septembre, en Occitanie, en Isère, en Île-de-France et dans les Pays de la Loire. Nous avons des discussions aussi avec des acteurs locaux dans les Antilles et en Corse, mais toutes les étapes ne sont pas encore réalisées et j'encourage vivement
les acteurs qui regardent cette vidéo, qu'ils soient collectivités, entreprises, réseaux d'entreprises, associations, à prendre attache avec le comité 21 s'ils veulent participer à la co-construction d'une étape chez eux pour animer ce dialogue multi-acteurs autour de l'agenda 2030. Merci Sarah Schoenfeld et pardonnez évidemment la qualité de l'image, les visios. Les visios sont ce qu'elles sont. Nous nous retrouvons du coup avec Pierre Leroy, Sophie Danlos et Françoise Coutan. Pierre Leroy, vous êtes le président du pôle d'équilibre territorial et rural, le PETR Briançonnais. Je vais le dire, des écrins du Guy S3 et du Queyras. Pierre Leroy, on dit du Guy S3 ou du Guy S3 ? Du Guy S3, oui. Guy S3, je l'avais bien dit. Ce pôle est un territoire de projet qui regroupe 3 communautés de communes, 36 communes, le parc national des Écrins, le parc naturel régional du Queyras. Et alors, vous êtes engagé dans la transition écologique, notamment avec la signature d'un contrat avec l'État. Une question, là, comme ça, Pierre Leroy, c'est quoi pour vous la transition écologique et de quoi a-t-elle besoin sur le territoire? Là, on parle vraiment du territoire. Alors, oui, c'est vrai que je suis très méfiant sur le dévoiement des mots. On a beaucoup parlé de développement durable. Et on a bien vu très rapidement que le développement, il était aucunement durable, surtout dans ce contexte de crise climatique. Donc c'est pour ça que je suis inquiet pour l'avenir, dans le sens où il est question de transition écologique. Mais qu'est-ce que c'est que la transition écologique? À l'origine, ça vient en effet, le concept est venu de Rob Hopkins en Angleterre, où il est question de répondre aux besoins des populations dans une dynamique qui est une dynamique de bottom-up, c'est-à-dire on part d'en bas de la population, et on met en place des projets qui permettent de faire preuve de résilience face à la crise climatique qui est là présente autour de nous. Vous avez une approche, ce qu'on a échangé pour préparer cette émission, vous avez parlé, vous avez une belle expression, vous dites que les élus sont des soignants. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, les élus sont des soignants? Alors c'est vrai que moi je viens du domaine de la santé publique, donc pour moi ça parle. Quand on parle du Covid, eh bien, on demande aux maires, aux élus d'être présents. J'ai fait 2 mandats comme maire d'une petite commune. Pour moi, les élus sont là pour prendre soin d'un territoire et prendre soin d'une population. Et pour ça, l'essentiel, c'est de faire ensemble. Il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de transition démocratique. Il faut qu'on arrive à casser les clivages, il faut qu'on arrive à rassembler les citoyens, le monde de l'entreprise et les collectivités. Pour vous donner des petits exemples, sur la commune dont j'étais maire, on a baissé de 75% la consommation d'eau potable, on a baissé de 30% la consommation d'énergie. Aujourd'hui, on produit plus d'électricité que ce que consomme la totalité des habitants. On a baissé de 45% le tonnage de déchets, d'ordures ménagères résiduelles. Donc, on voit bien, les élus locaux savent faire, les territoires savent faire. Pour ça, il faut leur donner confiance, il faut les aider, les accompagner. Et là, en l'occurrence, nous, on manque cruellement d'animation territoriale. On l'a dit, on l'a redit, toutes les instances auprès du ministère le disent. On a la sensation qu'on fait face à un dogme. Mais nous, on a véritablement besoin de techniciens auprès de nous pour nous accompagner et mettre en œuvre les projets territoriaux qui sont vraiment très importants pour nous. Cette aide, elle se manifesterait de quelle manière? Par des techniciens sur place, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour le grand public qui nous regarde? Il y a par exemple un programme LEADER qui existe au niveau européen. Et dans ce programme LEADER, il y a des aides au monde de l'entreprise, aux citoyens et aux collectivités, mais il y a un accompagnement pour porter les projets. C'est-à-dire qu'on accompagne les porteurs de projets pour construire leurs projets. Et là, en l'occurrence, nous, c'est ce qu'on souhaite faire dans le contrat de transition parce qu'il faut qu'ils viennent de la base, il faut qu'ils viennent des vrais gens. Nous, les axes sur lesquels on travaille, c'est l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, l'autonomie dans la gestion des déchets, mais aussi le logement et la mobilité. Et là, on sollicite les citoyens, le monde de l'entreprise pour venir nous voir et là, les accompagner à monter leurs projets pour qu'ils puissent se réaliser sur le territoire et là, faire front à tous ces défis qui sont là autour de nous. Donc, il est véritablement question de prendre soin du territoire, de prendre soin d'une population et surtout de répondre aux besoins primaires des populations, qui est de manger local et bio, pas trop cher, en permettant aux agriculteurs de vivre de leur travail, mais aussi de continuer à avoir du lien social, donc un peu se déplacer sans produire trop de CO2, pouvoir se loger décemment sans consommer trop d'énergie. Bref, tous ces sujets de besoins primaires des populations qui sont la clé de la transition écologique. Pierre Leroy, vous restez avec nous. J'ai envie de vous présenter Sophie Danlos.
Sophie a une ambition folle, comme toute ambition, de toute façon il ne faut pas se fixer de plafond, faire pousser des fermes en France, partout en France, faire pousser des fermes. Vous êtes la directrice de Fermes d'Avenir, Sophie Danlos. C'est quoi Fermes d'Avenir en quelques mots? Fermes d'Avenir, c'est une association dont la vocation c'est de développer des programmes qui vont soutenir l'accélération de l'agroécologie en France. Donc effectivement, concrètement, on crée des fermes agroécologiques de tailles différentes. On intervient également sur la formation des candidats à l'installation à différents moments de leur parcours. On cherche également des financements pour soutenir ce type de projet. Et enfin, on est aussi le porte-parole d'un réseau de 350 fermes qui font partie du réseau Fermes d'Avenir. Et on porte leur message vis-à-vis du grand public et également des décideurs publics et privés. Alors là, j'aurais envie qu'on parle d'un projet qui illustre parfaitement le propos, c'est Fermes d'Envol. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je crois qu'en région, on a quelques visuels pour bien illustrer. Ouais. En fait, la ferme de l'Envol, c'est vraiment la ferme typique qui illustre le modèle de transition agricole qu'on veut amener en fait avec Fermes d'Avenir, qui est porteur d'innovation sur le plan environnemental, social et économique. Donc, on est sur une ancienne base aérienne, la base 217, qui est située dans le sud de l'Île-de-France, sur Cœur d'Essonne agglomération. Et en fait, dans cette ferme, on va recréer une ferme en polyculture élevage. Donc, on réintroduit déjà cet équilibre entre des productions végétales et des productions animales, avec du maraîchage, avec des céréales, avec de l'arboriculture, des zones de biodiversité, mais aussi de l'élevage et des ateliers de transformation. Et donc, toute cette production est à la fois biologique, commercialisée en circuit court, en direct, auprès de collectifs de citoyens donc, qui sont organisés en AMAP et auprès de restaurateurs locaux. C'est une ferme sur laquelle aussi on est amené à travailler sur l'éco-conception des bâtiments, et ce qui va nous permettre de créer des filières locales pour développer des écomatériaux qui seront biosourcés, comme le chanvre, la paille ou le bois. C'est aussi une ferme qui est conçue par et pour les agriculteurs. On intègre dès le départ le principe d'une juste rémunération pour les agriculteurs, donc le coût de production, ce qui sera vendu aux citoyens et aux restaurateurs, intègre dès le départ une rémunération décente pour les agriculteurs. Donc on est en plein démarrage, hein. C'est une ferme qui a démarré sur 2020 à l'issue de 2 années de conception. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'en matière de gouvernance, on s'est structuré autour de modèles coopératifs. Donc on a à la fois un groupe d'agriculteurs qui sont organisés pour bénéficier d'une bonne protection sociale, et par ailleurs une société coopérative d'intérêt collectif qui rassemble l'ensemble des parties prenantes. Donc, comme le disait Philippe Leroy, avec des collectivités, avec des investisseurs, avec des citoyens et des agriculteurs qui portent les investissements de départ, donc qui diminuent la pression au démarrage pour les agriculteurs et qui sont également garants de tout le projet stratégique agroécologique qu'on a derrière cette ferme. Merci, et c'est aussi le point de départ. Pardon. Merci Sophie. Non, le temps nous manque. On aimerait creuser évidemment pendant des dizaines et des dizaines de minutes ce projet. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Je vous encourage tous à taper sur votre moteur préféré. Et vous tapez quoi? Vous tapez Fermes d'Envol. Et puis vous en saurez beaucoup plus. Merci beaucoup Sophie. Françoise Coutan, je me tourne vers vous. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est une région qui a vraiment fait de la transition écologique et énergétique l'une des priorités clés et transversales de la mandature, avec l'égalité homme-femme, femme-homme. Et alors, il y a une feuille de route qui a été lancée, qui s'appelle Néoterra. Cette feuille de route, alors je la résume, mais vous me reprendrez derrière, évidemment. Il y a 11 ambitions, 86 actions concrètes, et vous êtes la première région à avoir été aussi loin dans cet accompagnement de la transition écologique et énergétique. Vous avez d'ailleurs accueilli les premiers également, le Tour de France des ODD dont on a parlé tout à l'heure avec Sarah Schoenfeld. Cette feuille de route Néoterra, vu son ambition, j'imagine que ça n'a pas dû être très simple à mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce processus? En quelques mots, ce n'est pas si simple. Oui, bonjour. Cette feuille de route Néoterra, elle regroupe à la fois la transition énergétique, écologique, mais aussi sociale et démocratique.
toutes ces transitions qui ont été évoquées précédemment. Donc le parcours pour travailler sur des champs transversaux, parce que là on est vraiment sur une approche systémique d'un certain nombre de questions et des transitions, on a besoin de créer l'écosystème régional qui permette de faire cela et les outils. Donc le premier travail que la région Nouvelle-Aquitaine a pu mener, c'est de créer un conseil permanent de la transition énergétique et du climat. Et là, je rebondis sur ce qui a été dit précédemment, puisque ce conseil permanent permet de créer une certaine transversalité dans le fonctionnement des services de la région. On sait bien que les collectivités ont souvent l'habitude de travailler en silo et c'est compliqué. On ne peut pas parler de transition énergétique et climatique dans un fonctionnement de ce type. Donc, on a vraiment été obligé de créer cet outil. Et puis, en parallèle, une gouvernance externe que nous avons appelée le Comité régional des acteurs, qui regroupe aujourd'hui près de 580 structures. C'est à la fois des collectivités infrarégionales, mais aussi des citoyens, des acteurs économiques, de l'agriculture, des transports, de la formation, qui sont tous engagés dans les questions de transition énergétique et qui nous accompagnent dans la co-construction des actions que nous menons. Et c'est comme cela que nous avons co-construit le volet climat-air-énergie du SRADET. Nous avons adopté notre SRADET récemment. Et puis, petit à petit, est venue l'idée de créer cette feuille de route dédiée à la question des transitions. Et donc, l'écosystème ayant été créé précédemment, on a pu avancer. Les services ont travaillé vraiment ensemble avec les acteurs du territoire pour pouvoir construire à la fois ces objectifs et à la fois ces actions que maintenant nous devons décliner de manière opérationnelle au niveau de la région. Mais je rappelle quand même que la région Nouvelle-Aquitaine est peut-être la première à avoir créé cette feuille de route Néoterra, mais nous sommes aussi la première à avoir mis en place un comité scientifique dédié aux questions des dérèglements climatiques, piloté par Hervé Le Treut. Ce comité scientifique à Climaterra a été créé en 2011 avec une première version à l'échelle de l'ex-Aquitaine en 2013. Et ensuite, nous avons renouvelé ça à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine en 2016 avec un second rapport, Anticiper les changements climatiques, qui est paru en 2018 et qui est notre base en fait. Ce sont des éléments factuels, scientifiques, incontestables, qui nous permettent aussi de porter des politiques à la fois ambitieuses, mais aussi efficaces sur nos territoires infrarégionaux. Oui, on le voit là, il y a vraiment toute une série de jalons. On voit qu'il a fallu énormément dialoguer, mettre beaucoup de monde qui venait de partout autour d'une même table. Vous avez participé également à l'élaboration de la feuille de route Agenda 2030. Donc là, c'est au national. Est-ce que ça a été une étape importante sur laquelle vous vous êtes appuyé ou pas du tout? Moi, je dirais plutôt l'inverse. C'est ce qui se passait en Nouvelle-Aquitaine qui m'a permis de proposer et d'être dans une espèce de dynamique où on fait remonter aussi des territoires ce qui se passe pour créer plutôt des documents à l'échelle nationale. Moi, je crois beaucoup à ça, en fait, et c'est aussi ce que j'ai essayé de travailler au niveau de la région. La question de l'appropriation me semble essentielle. Ce n'est pas du haut de la région qu'on va réussir à emmener avec nous les territoires. On a vraiment besoin de les solliciter, de les associer dans toutes les politiques que nous menons. Aujourd'hui, on est confronté à diverses difficultés, notamment par rapport aux énergies renouvelables, les multiples recours. Bon, je crois beaucoup aux collectifs citoyens, pas ceux qui s'opposent à tout, mais ceux qui ont envie de créer un projet de transition au sein de leur territoire. Et c'est aussi pour ça que grâce à ce comité régional des acteurs du COPTEC, c'est aussi grâce à cela qu'on a pu mettre en place un appel à projets participatifs et citoyens, co-construit là encore avec plusieurs centaines d'acteurs de la région et qui a fait émerger à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine quand même 30 collectifs citoyens qui aujourd'hui se sont emparés de ces questions de transition énergétique et écologique sur leur territoire. Et c'est de cette façon-là, me semble-t-il, qu'on avancera le mieux et pas en restant sur un espèce de registre régional sans regarder ce qui se passe à côté. Je crois que la question de l'appropriation est au cœur de nos préoccupations. J'ai envie de vous poser une question, mais qui peut être la même également pour vous, Pierre Leroy, et puis pour vous aussi, Sophie Danlos. C'est en gros, de quoi avez-vous besoin? D'ailleurs, avez-vous besoin, attendez-vous quelque chose, en gros, des autres territoires, du national, de l'Europe, allez savoir, pour accélérer vos initiatives fortes? François Scoutan, par exemple, de quoi avez-vous besoin là maintenant?
Je crois que malheureusement, on a besoin de financement, on a besoin d'accompagnement, on a besoin aussi d'écoute. Parce qu'on a beau participer les uns et les autres à des grandes réunions à l'échelle nationale, c'est fort intéressant et on apporte notre contribution. Comment nous, au niveau région, on vit les choses, mais il y a une écoute, c'est important, mais on a besoin d'être accompagné dans ce financement des politiques ambitieuses qu'on a envie de mener à l'échelle. Et pas seulement le financement, mais aussi, parce que bon, si c'est du financement, l'ingénierie est nécessaire. Quand on veut mener un SRADET à l'échelle d'une région telle que la Nouvelle-Aquitaine, ça veut dire qu'il faut aussi regarder ce qui se passe au niveau des intercommunalités avec leurs plans climat et énergie territoriaux. Et notamment en milieu rural, il y a un vrai problème d'ingénierie et de difficulté à trouver des personnes ressources qui accompagnent ces territoires. Nous, c'est un petit peu ce qui nous manque aujourd'hui et je travaille à essayer de trouver des solutions avec ces territoires, mais c'est très compliqué. Pierre Leroy, vous, si je vous posais cette question, tout pareil, de quoi avez-vous besoin maintenant pour accélérer ? Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure et c'est en continuité de ce que dit Françoise. Aujourd'hui, on sait faire. Les territoires savent faire, savent changer véritablement le cours des choses. Maintenant, on a besoin d'ingénierie territoriale, c'est-à-dire on a besoin de vrais gens qui sont là auprès de nous, les élus qui sommes bénévoles, pour pouvoir justement mettre en œuvre ces politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller chercher les citoyens, il faut aller chercher le monde de l'entreprise, parce qu'au fil du temps, il y a eu un clivage qui s'est créé. Et donc, il faut recréer du lien. Et pour ça, on a besoin des gens. Donc, on avait, nous, organisé un événement avec Cyril Dion, avec qui je travaille régulièrement. Il y a eu à peu près 2000 personnes qui se sont réunies dans 36 communes. Et là, on sent que c'est possible. Mais pour ça, moi, je ne peux pas, seul en tant que bénévole, organiser un événement comme ça. Je peux pas. J'ai besoin de techniciens près de moi. En plus, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent ce type d'emploi parce qu'ils cherchent du sens dans leur activité professionnelle. C'est souvent des ingénieurs qui viennent de grandes écoles et qui sont prêts à travailler avec nous à des salaires qui sont déjà pas très élevés d'ailleurs, mais qui font des choix dans le sens. Ils ont envie de travailler sur les territoires avec nous. Donc, moi, je supplie, ça fait plusieurs années, je dis, mais enlevons 0,5% sur le budget d'investissement qui nous sont alloués. 0,5%. Mais permettons-nous d'avoir un petit peu de budget de fonctionnement pour pouvoir monter ces projets. Pour nous, c'est déterminant, c'est crucial. Merci Pierre Leroy. Sophie Dorlos, même question. De quoi avez-vous besoin pour faire pousser des fermes partout ? Je confirme cette difficulté des collectivités à financer notre propre ingénierie que nous, Fermes d'Avenir, on apporte, parce qu'on sent que c'est une vraie difficulté pour que nous puissions intervenir auprès des territoires. Et l'autre difficulté à laquelle on est confronté, c'est la phase d'après, c'est-à-dire à partir du moment où il faut opérationnaliser les projets, où il faut, sur la partie agricole, acheter du nouveau matériel, acheter éventuellement du foncier, recréer des infrastructures industrielles de transformation alimentaire. Eh bien, c'est là qu'on a de la difficulté en fait, à trouver aujourd'hui du financement à impact sur des projets dont le retour sur investissement en agriculture n'est pas forcément très élevé. Voilà, donc on a cette besoin de financement qui vient après, qui peut devenir bloquant à un certain stade. Merci à vous trois, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Est-ce que vous connaissez le Centième Singe ? Le Centième Singe, c'est un tiers-lieu agricole périurbain, à la fois mi-ferme, mi-bureau. Sa cofondatrice et coordinatrice, Amandine Largeau, nous a envoyé une petite vidéo pour nous montrer ce projet étonnant et on se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Amandine Largeau et je coordonne le tiers-lieu du Centième Singe, qui est donc un tiers-lieu agricole périurbain. Les deux principaux enjeux que le Centième Singe vise à adresser, c'est vraiment les enjeux du territoire périurbain et les mutations du rapport au travail. Sur le territoire périurbain, c'est vraiment comment est-ce que l'on met à disposition des lieux communs, que ce soit dans le domaine tertiaire ou dans le domaine agricole, dans lesquels les gens peuvent venir collaborer, travailler, coopérer, se rencontrer,
Sachant qu'en territoire périurbain, l'enjeu, c'est vraiment le côté paupérisation sociale, en fait, puisque ces territoires sont pour le moment uniquement réservés sur les zones résidentielles ou les zones commerciales. Donc, comment est-ce qu'on en fait des territoires vivants avec une identité forte? Et l'un des vecteurs de l'identité passe par la réconciliation entre le tertiaire et l'agricole et ce lien que peut faire le périurbain. Sur les mutations du rapport au travail, le périurbain intervient puisqu'il accueille, il héberge 50 à 60% des actifs. Et comme le monde du travail est traversé par de profondes mutations et qu'on observe des pertes de sens, des pathologies burn-out, etc. Et surtout énormément de reconversions ou de velléités de reconversion professionnelle, beaucoup qui interviennent dans le tertiaire et on va assister comme ça à l'émergence d'espaces de coworking qui vont accueillir des indépendants, des auto-entrepreneurs, des télétravailleurs maintenant aussi suite au Covid. Mais également beaucoup de reconversions professionnelles dans le domaine agricole que l'on va appeler néo-agriculteurs. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en agriculture, 40% des reprises d'activités agricoles sont faites par des néo-agriculteurs. Donc le centième singe a pour objectif vraiment de servir de support à ces mutations, de support à ce territoire. Et l'une des particularités, donc, c'est que le tiers-lieu est adossé à un espace test agricole qui est un dispositif qui permet d'accompagner, de sécuriser les reconversions professionnelles des néo-agriculteurs agroécologiques et de venir favoriser leur implantation dans le périurbain morcelé, faisant ainsi effet levier auprès des communes pour qu'elles préservent les dernières terres cultivables, arables qu'elles ont et qu'elles les gardent surtout en réserve publique pour les sortir des enjeux de la spéculation. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci Amandine. Et entre ce tiers-lieu agricole et l'entretien que nous allons avoir tous ensemble avec vos commentaires, vos questions autour du biomimétisme et de l'économie régénérative avec Tariq Chekchak, je vous propose de partir en Corse à la découverte de la permaculture avec cette petite vidéo produite par Energy Observer Solutions. On était très heureux d'avoir des jeunes qui viennent s'installer à Barétali, parce qu'on peut dire que le maximum, ce ne sont que des vieux. Et moi j'en fais partie parce que j'ai quand même 88 ans. Surtout le plaisir d'avoir des légumes frais. Nous sommes en train de pratiquer ce qu'on appelle une opération de biens sans maître, c'est-à-dire que la commune va récupérer tous les biens dont les héritiers ne sont plus connus. William et Cindy ont candidaté, ils ont été retenus. L'avantage de cette technique, c'est que c'est très rapide. En quelques mois, on peut récupérer des terres qui, de toute façon, n'auront plus d'héritiers connus. Et on va les classer en zone agricole, bien entendu, pour pouvoir permettre à des jeunes de revenir s'installer, de pratiquer une agriculture qualitative. Je prépare un panier pour Colette, une de nos clientes. Nous travaillons essentiellement en circuit court, puisque nous livrons les habitants de la commune. Le plus loin, c'est à 5,5 km environ d'ici. Qu'est-ce qu'il y a encore bientôt? Des radis? Bientôt des radis. Des oignons frais? Et des fèves. Et des fèves? Ah, ça c'est formidable. On n'a pas besoin d'aller au supermarché du coin, qui est quand même à 25 km. Ouais. En fait, ici, on va vraiment jusqu'au bout des principes de permaculture. Quoi qu'on fasse, on a un impact sur notre environnement. Et à un moment donné, il faut se questionner sur comment on fait pour qu'il soit le plus positif possible. Donc il n'y a rien de mieux que d'observer ce qui se passe dans la nature, le fonctionnement des écosystèmes naturels, et puis d'essayer de reproduire ces systèmes. Après ce petit détour par la Corse, nous sommes de retour au Cube, à Issy-les-Moulineaux. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Tariq Chekchak. Bonjour. Le plaisir est pour moi. Alors, vous êtes directeur du pôle biomimétisme de l'Institut des futurs souhaitables. L'exercice qu'on va vivre ensemble est un exercice tout à fait particulier,
je vous propose une sorte de carte blanche. Ça veut dire que moi, je ne sais pas vraiment ce que vous allez dire, et c'est tant mieux. Pendant 6-7 minutes, on va, je pense, essayer de comprendre avec vous ce que vous appelez l'économie régénérative. Vous allez être seul à parler, on ne vous interrompt pas, et peut-être que dans 7 minutes, je me manifesterai juste. Et puis, avec vous, derrière votre écran, avec vos questions, bien sûr, je les reçois ici, avec vos tweets sur le hashtag La France en transition. Manifestez-vous, témoignez, commentez, partagez. On interagira avec notre invité Tariq Chekchak. Donc, c'est la carte blanche. Il est 18h04, 40 secondes. C'est parti, Tariq, à vous. Bien, merci de me donner cette opportunité de m'adresser à vous. Alors, je ne suis pas du tout le seul à porter cette idée qu'il faut aller plus loin à présent que le développement durable, même si, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Si je caricaturais un petit peu, et je sais que je caricature, jusqu'à maintenant, le développement durable, la question clé sous-jacente, c'était comment arrêter de faire du mal, finalement. Comment arrêter de polluer, comment recycler les choses que l'on mettait dans l'environnement en les ayant conçues sans trop penser à ce qu'elles pouvaient bien devenir une fois qu'on les utilisait plus. C'est quand même hallucinant quand on y pense. Et il ne s'agit pas de pointer le doigt en disant, voilà, regardez comment ils ont été méchants. C'est une aventure commune. Les solutions du XXe siècle sont devenues les problèmes du XXIe, mais maintenant on sait et maintenant il faut qu'on réagisse. Il y a plusieurs choses qui nous laissent penser que le développement durable a besoin d'être dépassé en parlant de régénération et pas simplement d'arrêter de faire du mal. Déjà, par rapport à l'urgence des enjeux, le fait, et les ODD le montrent, les objectifs de développement durable, qu'on n'est pas dans une vision silotée des choses qui va marcher là. Il faut vraiment qu'on ait une approche systémique et on continue à avoir un petit peu des réflexes, parfois même, je trouve un peu dans les ODD, de vision en silo. Alors voilà, réduction de la pauvreté, effectivement s'occuper de la protection des milieux naturels, etc. Alors qu'on voit bien que tout ça fait système. Alors je caricature là aussi parce que dans les ODD aussi, on se rend bien compte qu'il y a des synergies entre objectifs et qu'il faut bien essayer justement de les repérer. Le concept de l'économie régénérative, c'est aussi très influencé, en tout cas dans la façon dont je le porte, et je suis loin d'être le seul encore une fois, c'est très influencé par ce que j'ai pu en comprendre dans ma carrière des systèmes vivants. J'ai la chance d'avoir été biologiste, de l'être toujours d'ailleurs, naturaliste, d'avoir travaillé pendant plusieurs années pour Cousteau à travers plusieurs environnements, chef d'expédition polaire aussi, sur des navires aussi bien dans l'Arctique qu'en Antarctique. J'ai pu observer des tas de systèmes vivants fonctionner, des systèmes en crise également, comment ils réagissaient aux crises, comment ils étaient capables de rebondir aux crises. Et je me suis rendu compte finalement qu'on pouvait aussi tirer des leçons de 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs, c'est l'âge de l'existence de la vie sur Terre, au service d'une intention de régénération. Et qu'est-ce qu'on voit quand on analyse les systèmes vivants? On voit que l'économie du vivant est fixatrice du carbone, bien plus qu'émettrice, beaucoup plus fixatrice à travers la biomasse, mais aussi quand vous voyez les falaises d'Étretat, par exemple, c'est du calcaire, la biominéralisation, des gigas et des gigatonnes de calcaire qui ont été extraits de l'atmosphère primordiale de la Terre par le vivant. C'est la même chose pour le bois, c'est la même chose pour votre corps qui est globalement fixateur de carbone. Et donc nous sommes une économie où on se demande encore comment on va moins émettre. Donc il pourrait être intéressant, et il y a déjà des acteurs qui le font, de se dire où est-ce que je peux fixer du carbone directement. Il y a par exemple des projets comme celui qui s'appelle CO2 Solstock, où on essaye d'explorer comment le vivant fait pour faire de la biominéralisation, des ciments en fait fixateurs de carbone plutôt que consommateurs de carbone, mais également indirectement à travers de la reforestation et si possible de la monoculture d'arbres. Et il y a des tas d'autres possibilités en fait de fixer du carbone à travers une agriculture qui est dynamique et vivante. Dans les sols, par exemple, dans la biodiversité qui revient, on fixe aussi du carbone. Également, essayer de repérer les milieux que l'on doit préserver, qui ne sont pas encore trop dégradés, mais aussi peut-être concentrer notre envie de créer de la valeur dans des milieux qui ont été fragilisés, atteints, déstabilisés, et finalement se donner du sens encore plus grand dans notre mission que l'on se donne pour cette prochaine décennie, c'est-à-dire soigner, prendre soin à 3 niveaux. Prendre soin au niveau des individus, garder un petit peu aussi ce que peut-être la Révolution française a ramené, où on a aussi finalement les libertés individuelles ont pu un petit peu devenir importantes dans l'inconscient collectif, en tout cas dans pas mal de zones du monde. Donc on garde le meilleur de ça, mais peut-être revenir aussi au collectif un peu plus. Prendre soin de sa société. Quoi que l'on mette derrière ce mot de société, ça peut être son quartier, ou son immeuble, ou sa démocratie locale, régionale, nationale, prendre soin de sa société. Et prendre soin des écosystèmes naturels qui nous rendent de fiefs services, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc il ne s'agit pas simplement de protéger
les oiseaux parce qu'on les aime ou les abeilles parce qu'elles sont source de poésie, c'est aussi une raison très importante, mais parce qu'aussi on est en interrelation, interdépendance. Et le mot dépendance est un petit peu parfois peut-être manque de poésie. J'aime bien moi plutôt la relation. Et en fait, c'est indéniable à travers les services d'approvisionnement que nous fournissent les écosystèmes, tout le bois, toutes les denrées alimentaires que l'on prélève, mais aussi les substances médicinales, par exemple, les services de régulation. On a parlé du carbone, mais une forêt qui pousse sur un bassin versant va aussi éviter les précipitations, que les précipitations violentes aient des impacts négatifs en fond de vallée, par exemple. Services culturels, esthétiques, le fait que vous ayez envie de vous promener avec votre famille dans un endroit où un peuple sacré, un peuple qui considère un site comme sacré. Et tout ça, en fait, c'est aussi permis grâce à ce qu'on appelle les services de soutien, l'oxygène que vous respirez et qui est produit par les plantes, par exemple, et les algues. Alors l'idée, voilà, c'est de se dire qu'on peut faire comme le vivant dans l'économie régénératrice, réparer effectivement les endroits qui ont été dégradés, et puis aussi miser sur la diversité, parce que quand vous prenez l'exemple d'un récif de corail, par exemple, qui est dans un milieu extrêmement transparent, donc qui est pauvre au départ, quelle création de valeur? Quelle création de valeur grâce à quoi? Au jeu de la diversité, des interdépendances et des relations entre espèces. Donc il y a une promesse de création de valeur qui est en partie découplée de la consommation excessive de matière et d'énergie, grâce au jeu de la diversité et au partage de valeur et au fait que le déchet de l'un devient la ressource de l'autre. Dans le vivant, l'eau est le solvant universel. Et il y a beaucoup de gens de l'économie, de la chimie par exemple, qui sont bien sûr depuis plusieurs décennies déjà en train de parler de chimie verte, chimie blanche, essayer d'éviter les solvants toxiques, avoir une parcimonie en atomes, utiliser plutôt des atomes qui ont été testés par le vivant plutôt que ce qu'on appelle le tableau de Mendeleïev, la diversité des possibles, et on se rend compte qu'après on a mis des neurotoxiques ou des choses qui ne peuvent pas facilement se décomposer dans l'environnement. L'eau comme solvant universel, miser sur ce qui est abondant plutôt que ce qui est rare. Ça aussi c'est intéressant. La logique, c'est du bon sens, ce n'est pas du dogmatisme. Qu'est-ce que l'on peut faire pour créer de la valeur à partir de quelque chose qui est abondant? Sinon, c'est un cul-de-sac annoncé. Et regardez, la plupart de nos économies privilégient la rareté, en fait. Ce qui est rare a de la valeur. Dans le vivant, les atomes les plus abondants sont les plus présents. Carbone, oxygène, azote, phosphore, soufre, hydrogène. Et puis, il y a aussi, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, tout déchet est une ressource pour quelqu'un d'autre. À une exception près, le carbone, qui a été extrait du flux pour être enfermé dans le stock. On peut aussi réfléchir à l'économie régénératrice en se disant comment remplir finalement les besoins humains fondamentaux d'une autre façon. Déjà, en redonnant du sens à ce que l'on fait. Vous avez certainement exploré pendant cette journée la notion d'entreprise à mission. Nous sommes une espèce, un singe tout à fait particulier, qui peut collaborer grâce à la culture à des millions d'individus potentiellement. Et pour ça, il faut créer du sens. Il faut créer une histoire qui donne envie d'avenir. Il faut aussi qu'on nous dise les mauvaises nouvelles, et on en entend beaucoup de nos jours, parce que ça nous permet un petit peu de nous rendre compte de la force des enjeux et de l'appel finalement à changer, mais en même temps, ce n'est pas ça qui va nous nourrir en termes d'énergie de changement. Comme le disait Spinoza, la puissance d'agir vient de la joie. Et le fait de prendre soin, de régénérer, alors on éveille en nous la puissance d'agir. Et ça, il ne faut vraiment pas le négliger. Une espèce comme la nôtre a besoin de sens. A besoin aussi de reconstruire de la confiance, de l'envie de faire ensemble. Confiance envers les institutions, confiance envers nos représentants politiques, confiance envers le fait également que on puisse répondre à nos besoins tous ensemble sans que certains soient laissés sur le bord de la route. Nos besoins sont lesquels? De santé, bien sûr, et l'époque nous montre à quel point c'est un enjeu crucial. La capacité aussi d'influencer, d'avoir sa voix audible, et la capacité aussi de monter en compétence, la capacité de s'améliorer. Ce sont des choses importantes pour les humains. Et puis la justice, l'impartialité. Tout ça fait finalement un petit peu partie de l'économie régénérative, humaniste, et resynchronisé avec les grands flux du vivant. Merci Tariq. On aurait pu vous écouter pendant des dizaines de minutes, mais l'exercice était contraint, était court. Bravo, vous avez totalement respecté les règles de cet exercice. Alors, vous avez été nombreux à envoyer des questions. J'en ai aussi. On fait quoi? Je vais commencer par les vôtres du coup. Alors, une question de Samantha pour vous Tariq. Est-ce que la crise a permis de mettre en pratique l'économie génératrice? En fait, c'est en pratique, c'est en train d'être incarné. Ce sont ce qu'on appelle les signaux faibles. L'Institut des futurs souhaitables essaye de repérer en fait ces signaux qui essayent de nous montrer ces arbres qui essayent de pousser dans le fracas des arbres qui tombent.
Et en fait, c'est pas nouveau, hein. Je prenais un exemple récemment, même en Afrique, Songhai, 1985, un prêtre qui s'appelle Godfrey Nozanzo, qui crée en fait un système permacole finalement, hein, près d'une ville au Bénin, Porto Novo, en essayant de refermer les flux finalement, de prendre les déchets de l'agriculture pour nourrir du bétail, pour également faire de l'aquaculture, mais également créer des zones de formation, créer du sens. Et c'est en train de se multiplier, et là, il vise une quinzaine de pays. En France, vous avez découvert tout à l'heure avec la petite vidéo, bien sûr, des zones où on expérimente ce genre de choses. Et là, c'est vraiment intéressant parce que l'agriculture, effectivement, est un bel exemple de ce qu'on appelle des réponses synergiques. Je réponds à un besoin humain fondamental qui est le besoin de s'alimenter, et sainement si possible, et en même temps, je réponds à plein d'autres besoins. Il y a le projet, par exemple, BioVallée dans la Drôme à l'échelle des territoires. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça a commencé dans les années, à la fin des années 90 par l'idée qu'il fallait rénover la rivière Drôme, qui était vraiment l'axe central finalement de ce territoire et qui était non seulement polluée, elle servait quasiment de décharge publique dans certains cas, dans les années 80, mais également avec plein d'ouvrages finalement qui cassaient un petit peu son flux naturel. Un gros projet avec beaucoup de fédérations de tous les acteurs, basé également sur la rénovation des sols pour l'agriculture. C'est devenu une des principales zones en Europe en termes de densité pour l'agriculture biologique. Et ils ont créé en fait ce label BioVallée. Et maintenant, on est en train d'explorer avec eux, entre autres l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes et le CEREMA, comment les principes du vivant que je viens de vous évoquer assez brièvement pourraient aider peut-être à l'étape suivante, d'une rénovation plus large encore que ce qui a été l'eau, qui est pourtant essentiel, hein. Je ne dis pas du tout que c'était négatif, au contraire, c'était vraiment déjà merveilleux de commencer par ça. Mais là, peut-être qu'il y a une ambition d'aller encore plus largement. Et pour la petite anecdote, ils ont gagné même un prix international de rénovation des rivières qui a été gagné en Australie suite à la rénovation. Donc il y a plein d'exemples en fait, hein. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de la crise actuelle. Simplement, il est temps de passer à l'échelle, il est temps de fortifier ces signaux et de montrer ceux qui le font et qui n'attendent pas qu'on leur dise que c'est possible. L'impossible n'est que temporaire et il est temps de prendre nos rêves au sérieux et d'en faire une stratégie. Une autre question, une question de Charlotte. Est-ce que l'espèce humaine a la même place que les autres espèces dans l'économie? Alors elle met l'économie dégénérative, peut-être que ça a un sens aussi. Alors l'économie dégénérative, effectivement, c'est créer la valeur pour certains en détruisant beaucoup de valeurs pour d'autres, y compris pour des espèces non humaines, tout en ne se rendant pas compte qu'on était tous dans le même bateau, le magnifique navire céleste qui s'appelle la Terre, la planète Terre, et que c'était complètement stupide de faire cela. Ceci dit, ça ne date pas de cette époque, hein. C'est vieux comme l'humanité, il y a toujours eu des sages et des gens qui ont été dans l'excès. Les empires, les grandes guerres, même de l'Antiquité, on a vu dans certaines zones que quand l'humain était arrivé, ça s'est traduit parfois par des disparitions d'espèces, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a aussi des cultures qu'on appelle de peuples autochtones qui ont su en fait garder ce sentiment d'interrelation, ce sentiment qu'on finalement on est peut-être une espèce qui a la capacité de réfléchir notre place dans le monde, mais que d'autres espèces aussi, comme le disait Darwin lui-même, ont peut-être cette capacité de l'intelligence. En tout cas, on est en train de le prouver maintenant par pas mal d'études en éthologie, entre autres, la science du comportement. Donc, quand on a cette capacité à se reconnaître dans un miroir, donc à avoir finalement une image de soi, eh bien, il y a le revers de la médaille. C'est qu'on peut développer, on n'est pas en prise directe avec ce qui se passe dans l'environnement, et les espèces qui sont en prise directe s'adaptent. Ça peut prendre quelques générations, mais elles s'adaptent à ce que l'environnement leur envoie comme signal. Mais nous, espèces à dimension culturelle, eh bien, on crée des concepts comme la croissance, basée sur les substances extraites de la croûte terrestre, basée sur des produits chimiques qui restent en circulation dans le vivant, basée sur la destruction physique des écosystèmes, basée sur le fait qu'on va créer peut-être des obstacles à certains humains pour remplir leurs besoins humains fondamentaux. Mais néanmoins, on a l'impression qu'on a gagné à ce jeu-là, un jeu purement conceptuel. L'invitation du biomimétisme, c'est de se servir d'une sagesse immanente, quelque part, d'espèces qui n'ont pas forcément toute cette capacité-là, mais qui nous montrent finalement ce que le système renvoie comme recette qui a bien fonctionné depuis 3,8 milliards d'années. Alors, moi, je vais citer un ami de l'Institut qui s'appelle Patrick Vivray. Dans l'histoire de la vie sur Terre, il y a eu l'apparition de l'oxygène avec la photosynthèse. Pour les espèces qui n'étaient pas là, ça a été une catastrophe, qui ne vivaient pas avec de l'oxygène, c'était une catastrophe, parce que cet oxygène provoquait de l'oxydation, ce qu'on appelait la grande crise de l'oxydation. Puis ça a été une formidable opportunité pour les espèces suivantes qui ont utilisé l'oxygène comme ressource. Patrick dit peut-être que l'apparition de la conscience discursive, comme chez l'humain, eh bien ça provoque une grande crise, mais qui est une stimulation pour l'étape suivante,
en espérant qu'on soit les acteurs de cette étape suivante et qu'on ne soit pas une espèce qui sera balayée parce qu'on n'aura pas su évoluer et faire en sorte de se resynchroniser. Merci beaucoup Tariq, merci Tariq Chekchak d'avoir été avec nous, merci d'avoir relevé le challenge de cet exercice très particulier. Et eh bien on vous retrouve, j'invite nos internautes à suivre l'Institut des futurs souhaitables. Et puis on retrouve Tariq Chekchak, donc directeur du biomimétisme à l'IFS. Merci beaucoup. Quelques petites annonces maintenant à vous donner parce que je sais que ce moment est très attendu. Et oui, alors n'oubliez pas de sortir vos agendas. Voilà, je vous laisse le temps. Vous retrouverez toutes les infos de toute manière sur le site anniversaire-odd.fr. Bien sûr, demain, encore comme aujourd'hui, si vous êtes au Havre, vous devrez aller faire un tour sur le Forum international des villes et territoires positifs organisé par l'Institut de l'économie positive. Nous le répétons régulièrement, nous l'avons encore répété largement aujourd'hui, évidemment, mais les territoires sont en première ligne pour réinventer le monde. Vignerons par nature pour une viticulture durable, à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, demain 25 septembre à partir de 17h30, ça tombe bien, c'est juste après l'émission de demain, vous pourrez découvrir les projets durables de l'association Arbres et Paysages en Champagne. Il sera question de viticulture durable, de zéro déchet, d'écosystèmes fertiles, de génie végétal ou encore d'économie circulaire. J'ai également une autre information qui concerne le collège Van Gogh de Blénaud-les-Ponts-à-Mousson, qui est membre du réseau des écoles associées de l'UNESCO. Hier, ils ont accueilli Jennifer de Temmerman, députée présidente du groupe d'études sur les ODD à l'Assemblée nationale, pour lui présenter le projet Erasmus+ autour de la promotion par les web radios. Demain, il y a un enregistrement d'une émission de web radio. Vous ne devrez pas le manquer. J'espère que vous avez bien tout noté. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas noté. Mais vous retrouverez tout sur le site anniversaire-odd.fr. Demain, c'est un jour très spécial. Alors demain on a rendez-vous ensemble, vous et nous, dès 15h30. 15h30 au même endroit qu'aujourd'hui. Nous co-construirons une émission importante avec des invités en plateau au Cube à Issy-les-Moulineaux, d'autres à distance. Et puis nous reviendrons sur les grandes lignes de cette semaine spéciale consacrée au 5e anniversaire des ODD. Nous parlerons de la jeunesse, de leur force d'engagement, des territoires, de leur pertinence, de la représentation citoyenne, de l'exemplarité des organisations publiques et privées, mais aussi des ODD dans la finance. Et nous conclurons cette semaine magnifique avec Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC. Toutes ces émissions sont à voir, je le répète, et à revoir en replay. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission sur les différentes plateformes. Merci au Cube d'accueillir cette semaine très spéciale. Merci à nos invités qui nous ont permis d'aller toujours plus loin sur un certain nombre de sujets. Merci à la communauté des acteurs des ODD qui s'agrandit un peu plus chaque jour. Merci à l'équipe organisatrice dans son ensemble et notamment le ministère de la Transition écologique, le CGDD 22e siècle. Merci à nos amis de Hello Asso, le Rendez-vous des Futurs, Ashoka France, Make Sense, Convergence, Parc News, le Festival Le Temps Presse 22e siècle qui ont diffusé cette émission. À demain, 15h30 pour un nouvel épisode. À tout de suite sur les réseaux. Et n'oubliez pas, nous sommes la France en transition.